invite Océane Boudot à s'installer, qui est donc une spécialiste des notations pneumatiques médiévales très anciennes, donc du haut Moyen-Âge, qui est chercheuse à l'Università Nova de Lisbonne. Pour faire la symétrie, j'évoquais Annie Bellis tout à l'heure, c'est Marie-Noëlle Colette avec qui tu as travaillé. Donc, mais on a un petit souci de... du coup, ça me permet de mentionner la thèse d'Océane, l'Office de la circoncision de Sens, le manuscrit 46 de la médiathèque municipale de Sens. Elle a enseigné à l'Université de Rouen et de Montpellier. Et depuis 2015, donc, elle est à Lisbonne, ce qui lui permet d'élargir en fait l'enquête vers la péninsule ibérique. Et donc, si tu es prête, Non, tu n'es pas prête. Ça, c'était juste parce qu'on était pressés, donc ça a bloqué tout. Donc qui permet d'élargir l'enquête vers la péninsule ibérique et les Portugal, et de travailler sur des sources qui se trouvent là-bas, et donc plus largement sur des questions de circulation voilà. Et donc c'est exactement ce dont il sera question dans cette communication. Tu peux enlever ton masque. La transmission de la notation aquitaine, je ne sais pas si appuie sur le bouton. Voilà. La transmission de la notation aquitaine du sud de la France vers la péninsule ibérique. Donc on va faire un bond de quelques siècles et maintenant s'intéresser au Moyen-Âge. Le chant grégorien, que les musicologues appellent également chant romano-franc, naît de la fusion entre le répertoire de Rome et celui de Gaule. Cette fusion a lieu dès le 8e siècle et le nouveau répertoire est alors imposé dans l'ensemble de l'Empire carolingien. Dans la péninsule ibérique, la présence arabo-musulmane empêche cette substitution et les chrétiens continuent à suivre le rite hispanique. Il faut alors attendre la reconquête pour que Rome, appuyée par les prélats du sud de la France, puisse imposer le rite romano-franc au territoire reconquis. En 1081, le concile de Burgos fixe l'arrêt officiel du rite hispanique. Plusieurs religieux, essentiellement originaires du sud de la France, sont alors envoyés dans la péninsule. Ils arrivent accompagnés de livres et de chantres afin de faire copier de nouveaux ouvrages et d'enseigner de nouvelles mélodies. La tradition introduite dans la péninsule est donc directement issue du sud de la France. Les livres liturgiques du sud de la France et de la péninsule comportent ainsi de fortes similitudes, confirmées par l'étude plus poussée des chants contenus dans ces mêmes livres. Parmi ces similitudes, la présence dans les manuscrits du sud de la France et de la péninsule ibérique d'une même notation musicale, la notation dite aquitaine ou à points superposés, en usage dans le sud de la France et importée par les religieux français dans la péninsule. La notation aquitaine se caractérise par plusieurs éléments. Elle est formée essentiellement de petits points agencés les uns au-dessus des autres. Son axe de lecture est oblique dans la montée et vertical dans la descente. Les deux premières notes ascendantes de ce chant ont ainsi un axe oblique, alors que les deux notes descendantes de la deuxième ligne ont un axe vertical. Cette notation aquitaine est tracée à partir d'une ligne à la pointe sèche qui sert de repère. Cette ligne est parfois rehaussée au fusain. Jusqu'au XIIe siècle, les clés ne sont pas utilisées. Et enfin, un guidon est placé à la fin de la ligne musicale afin d'indiquer la première note de la ligne suivante. Les manuscrits comportant cette notation aquitaine sont nombreux. Pour ce qui concerne la France, outre les collections publiques du sud de la France, la BNF conserve de nombreux témoins suite à l'acquisition en 1730 du fonds de l'abbaye Saint-Martial de Limoges par la Bibliothèque royale. Les plus anciens manuscrits datent du Xe, voire du IXe siècle. Et la notation perdure dans le sud de la France jusqu'au XIVe siècle, avant de s'effacer devant la notation française carrée. Alors, je vais m'intéresser maintenant au corpus qu'il ne faut pas écarter.
Cette étude repose sur la comparaison des notations musicales de manuscrits du sud de la France et de la péninsule ibérique. Les manuscrits français sont pour l'essentiel conservés dans les institutions publiques françaises, tout particulièrement la BNF, je l'ai dit. Depuis quelques années, ces établissements multiplient la numérisation de leurs collections, ce qui bouleverse l'accès aux sources. Par ailleurs, ces manuscrits sont identifiés et étudiés depuis des décennies maintenant, voire même plus d'un siècle pour certains. Rappelons qu'il s'agit de manuscrits ne comportant le plus souvent pas d'indication concernant la date de copie, même approximative, et l'établissement religieux pour lequel ils ont été réalisés. Ces informations doivent être déduites du contenu du manuscrit. La situation en Espagne et au Portugal est différente. À l'exception des bibliothèques de Catalogne, des bibliothèques nationales d'Espagne et du Portugal, la politique de numérisation est beaucoup moins systématique. De plus, un grand nombre de manuscrits sont également restés dans les établissements religieux qui ne cherchent pas à faciliter l'accès à leur collection. Lorsque j'ai pu me procurer une copie du manuscrit, la question de l'origine du livre s'est rapidement posée. Les manuscrits espagnols et portugais ont, dans l'ensemble, moins retenu l'attention des musicologues et des liturgistes, et pour beaucoup d'entre eux, on ignore encore leur origine. La question de la datation se pose également. Mon travail est donc conditionné par ces éléments qui restreignent forcément le nombre de témoins. Et cela d'autant plus qu'afin de ne pas biaiser les résultats de l'étude, j'ai choisi de retenir les manuscrits dont l'origine était connue avec plus ou moins de certitude. À cette contrainte s'ajoute celle, très prosaïque, d'avoir accès aux images des manuscrits. Mon corpus est donc constitué de 32 manuscrits d'origine française et de 21 manuscrits d'origine ibérique. Sur cette carte figurent les lieux dont sont originaires les manuscrits français. Entre parenthèses, j'ai indiqué le nombre de manuscrits originaires du lieu en question. Comme vous le voyez, Limoges, grâce à la vente de 1730, est particulièrement représentée. Voici une carte similaire pour les manuscrits espagnols et portugais. Pour les raisons évoquées auparavant, la Catalogne est surreprésentée. La notation aquitaine se caractérise par une volonté de préciser les hauteurs, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres notations pneumatiques. Au XIe siècle, cela se manifeste par l'ordonnancement des points par rapport à la ligne tracée à la pointe sèche, mais aussi par l'usage de signes particuliers qui permettent d'indiquer le demi-ton. Ces signes sont le culisma, la virgule semi-circulaire, la virgule dite cornue. Ces deux virgae remplacent la virgule commune. Et enfin, le punctum losangé qui vient en remplacement du punctum commun habituel. Le culisma indique une tierce mineure ascendante se terminant par un demi-ton. Il est fréquent dans les manuscrits aquitains, toute époque confondue. La virgule semi-circulaire se distingue de la virgule commune par une forme en demi-cercle tournée vers la gauche et la virgule dite cornue par un dessin en forme de corne. Ces deux figures sont présentes dans plusieurs manuscrits aquitains, dont le graduel de Saint-Thirier au sud de Limoges. Dans ce manuscrit récemment analysé par Christel Kazo-Kowalski, ces signes indiquent la présence d'un demi-ton. On retrouve les mêmes signes dans d'autres manuscrits du sud de la France et, dans une bien moindre mesure, dans d'autres manuscrits de la péninsule ibérique. Cependant, des études plus poussées seront nécessaires pour connaître leur signification précise dans ces manuscrits, car elle n'est pas forcément celle du graduel de Saint-Thirier. La situation est similaire pour les notes losangées. Elles sont nombreuses dans les manuscrits, mais ne correspondent au demi-ton que dans un nombre restreint de sources. Pour la France, on ne les rencontre que dans les manuscrits réalisés au XIe siècle pour les abbayes Saint-Martial de Limoges et Saint-Pierre de Moissac. Pour ce répond graduel noté dans un manuscrit de Saint-Martial de Limoges, le scribe a ainsi fait usage de notes losangées pour indiquer les si de la deuxième ligne et le mi de la troisième ligne, entouré en rouge. Grâce à ces repères, auxquels s'ajoute le culisma qui termine le chant, ici, et même en l'absence de clé, il est relativement aisé de déterminer que ce chant est écrit dans le mode de ré hautante.
Dans la péninsule ibérique, les manuscrits les plus anciens concernant le répertoire romano-franc et que l'on peut rattacher à une origine ibérique, et ainsi être sûr que ce ne sont pas des copies importées de France, ces manuscrits ne comportent pas de notes losangées pour indiquer le demi-ton. Le missel de l'abbaye San-Milian de la Cogoglia, réalisé à la fin du XIe siècle et au début du XIIe, est le plus ancien manuscrit en notation aquitaine de la péninsule que nous puissions rattacher à un établissement ibérique. Ce manuscrit est d'ailleurs emblématique puisque la notation ibérique a été abandonnée au profit de la notation aquitaine, que l'on voit ici et que l'on reconnaît facilement, alors que l'écriture visigothique a été maintenue au détriment de la caroline, pourtant adoptée plus ou moins en même temps que la notation aquitaine. On retrouve dans ce missel toutes les caractéristiques de la notation aquitaine qui avait cours au nord des Pyrénées. Il comporte ainsi, comme la majorité des manuscrits français, des notes losangées sans qu'elles aient une signification intervallique. En revanche, les virgas écornues et la virga semi-circulaire n'y figurent pas. À partir du tournant des XIe et XIIe siècles, ces virgae spéciales disparaissent des manuscrits français et ne figurent pas dans les manuscrits ibériques, à quelques rares exceptions. À partir du XIIe siècle, comme pour les autres notations musicales, l'attention se porte de plus en plus sur la précision des hauteurs. Pour ce qui concerne la notation aquitaine, déjà très précise, on l'a vu, cela se manifeste par l'apparition de lignes de couleur. La ligne à la pointe sèche est alors repassée à l'encre rouge, comme on peut le voir dans ce bréviaire copié à Sahagún pour le monastère de Celanova ou copié directement à Celanova. L'usage de l'encre pour rehausser la ligne à la pointe sèche n'est pas systématique. En revanche, on note dans les manuscrits de la fin du XIIe et du XIIIe siècle qu'ils soient copiés au nord ou au sud des Pyrénées un épaississement du trait, ce qui rapproche les points de petits carrés. Le processionnal de Toulouse, copié vers 1200, comprend ainsi ces caractéristiques, tout comme le missel de Silos du XIIIe siècle, ou encore l'antiphonaire de Saint-Martial de Limoges, copié à la fin du XIIIe ou au début du XIVe siècle. Abandonnée au nord des Pyrénées, la note losangée utilisée pour indiquer le demi-ton a connu un certain regain d'intérêt dans la péninsule ibérique. Un des plus anciens manuscrits ibériques à comporter cette particularité est un missel de la seconde moitié du XIIe siècle ou du début du XIIIe, conservé à Salamanque et copié dans la péninsule ibérique sans que l'on sache exactement dans quel scriptorium et pour quel établissement religieux il a été réalisé. L'exemple que j'ai choisi est un répond graduel écrit en mode de fa hautante. Il commence par un fa et la ligne à la pointe sèche, que l'on voit très bien ici, correspond au la. Les notes correspondant au mi et au si, entourées en rouge, ont ainsi un tracé losangé. En revanche, tous les mi et tous les si ne sont pas systématiquement tracés de cette façon. Dans ce champ, le si entouré en bleu ne fait ainsi pas l'objet d'une note d'une forme losangée. Plusieurs manuscrits, plus ou moins contemporains, reprennent le même principe d'écriture, mais présentent des variétés de tracés. Le pontifical de Braga, au Portugal, fait ainsi voir une nette distinction entre les notes losangées et les autres. Cette antienne est écrite en mode de mi plagal, la ligne rouge correspondant au fa. La note sous cette ligne, le mi, fait ainsi l'objet d'une forme losangée qui ressemble presque à une virgule. Notons cependant que tous les mi ne sont pas tracés de cette façon. On en voit un ici, entouré en bleu, qui a une forme tout à fait habituelle. Dans son étude sur les manuscrits portugais, parue en 1952, Solange Corbin avait souligné l'usage de cette note losangée. Elle est de fait répandue au Portugal. En excluant les fragments très présents dans l'étude de Solange Corbin, cette forme losangée se rencontre en effet dans deux manuscrits portugais. Le pontifical de Braga, dont il a été question, ainsi qu'un sacramentaire portugais conservé à Lisbonne. S'ajoute le missel ibérique conservé à Salamanque et dont l'origine précise n'est pas connue.
Dès le début du XIIe siècle, on voit apparaître dans les manuscrits français en notation aquitaine des lettres clés, souvent couplées à une ou plusieurs lignes de couleurs, suivant le principe édicté par Guy d'Arezzo. C'est ainsi le cas du graduel écrit au début du XIIe siècle à Souvigny, actuellement dans l'Allier, pour le prieuré de Sauxillanges en Auvergne. Ce manuscrit comporte 2 lignes, une ligne rouge pour la ligne de Fa et une ligne jaune pour la ligne de Do, qu'elle soit inférieure ou supérieure à celle de Fa. Au début de la ligne jaune figure un C, que l'on voit ici, et pour certaines lignes rouges, un F. On en voit un tout en bas, ici. L'utilisation de clés ne semble pas avoir été adoptée dans la zone la plus à l'ouest. Outre le manuscrit de Souvigny, on trouve ainsi des clés dans les manuscrits de Narbonne. On en a 4 lettres ici, superposées les unes au-dessus des autres. De Valence, un petit C ici, un petit A. De Marseille, un F. Peut-être d'Arles, nous ne sommes pas sûrs de l'origine de ce manuscrit, un A. Et enfin, d'Aix-en-Provence, un F, un A. Dans la péninsule ibérique, on rencontre ces clés essentiellement dans les manuscrits catalans, le plus souvent, comme en France, associés à des lignes de couleurs, comme c'est le cas, par exemple, dans cet antiphonaire. Là, on a un F au début de la ligne rouge. À partir du XIVe siècle, la notation carrée française, alors en usage dès le XIIe siècle au nord de la France, remplace la notation aquitaine dans le sud de la France. Cette notation française se caractérise par l'usage de 4 ou 5 lignes, le plus souvent rouges, ainsi qu'un axe d'écriture différent, vertical dans les mouvements ascendants et oblique pour les mouvements descendants. Les lettres clés sont systématiquement utilisées, le plus souvent celles de F et de C. L'adoption de cette notation ne s'est pas faite sans certaines hybridations, comme en témoigne ce pontifical d'Aix-en-Provence du début du XIVe siècle. Bien que la forme des notes soit carrée, plusieurs caractéristiques de la notation aquitaine perdurent. La présence d'une ligne, sûrement à l'encre rouge pour indiquer la ligne de Fa, ainsi que la forme caractéristique de la virga aquitaine ou de la liquescence. La notation carrée se retrouve également à partir du XIVe siècle dans les manuscrits de l'ensemble de la péninsule, qu'ils proviennent de Catalogne, d'Évora au Portugal ou de Tolède. Dans les fragments de manuscrits qu'elle avait consultés dans les bibliothèques et archives portugaises, Solange Corbin avait remarqué que plusieurs fragments des XIVe et XVe siècles comportaient encore cette notation aquitaine. Cette constatation ne doit pas occulter le fait qu'à cette époque, la notation aquitaine ne prédominait plus et que la notation carrée était largement répandue au Portugal. L'évolution de la notation aquitaine dans le sud de la France et dans la péninsule ibérique a ainsi montré de fortes similitudes, mais aussi quelques nuances qui laissent entrevoir, en ce qui concerne la notation musicale, des démarches différentes entre les régions. Ainsi, l'adoption de la forme losangée pour signifier le demi-ton semble s'être cantonnée à Limoges et Moissac, ainsi qu'à une partie de la péninsule ibérique. Ce rapprochement, déjà constaté par Marie-Noëlle Colette, trouve peut-être un prolongement dans le refus d'utiliser des lettres clés. En effet, ces lettres clés se rencontrent à Souvigny, à Valence, Marseille, Aix-en-Provence ainsi qu'en Catalogne. En revanche, d'après les sources observées, le reste de la péninsule ibérique, tout comme le Limousin et le Toulousain, continuait à ne pas les employer. Faut-il alors supposer que des liens particuliers continuent à exister entre le XIIe et le XIIIe siècle, entre la péninsule, l'exception de la Catalogne, et le sud-ouest de la France? La question reste ouverte. Quoi qu'il en soit, le nord-ouest de la péninsule montre une certaine indépendance, car après avoir repris le principe de la note losangée, il continue à en faire usage jusqu'au XVe siècle, en usant parfois de graphie originale, comme nous l'avons vu avec le pontifical de Braga. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Océane, pour cette présentation très éclairante qui rappelle le fonctionnement en fait, de ces notations, la finalité aussi. On est sur des statuts de notation tout à fait, même diamétralement, je dirais, opposés à celui qu'on a vu tout à l'heure, et du coup des philosophies même de notation différentes, avec quelque chose d'extrêmement empirique ici, donc dans le geste, et du coup un travail abyssal et minutieux sur le signe, finalement, sur la forme. Je me disais, quand tu as fait cette présentation de l'accès, finalement, aujourd'hui, de numérisation, une petite pensée émue pour des gens qui, comme Solange Corbin, ont pu faire ces synthèses, en fait, avec des moyens qui sont extrêmement loin de ce que nous avons ici. Et puis, ce travail sur... justement, la portée signifiante du signe, on l'a vu un peu tout à l'heure avec ces lettres qui varient dans la notation antique, mais ici, ce travail sur est-ce que le quilisme est cursif, non cursif, les formes de losange, finalement, qui prennent une portée complètement différente à partir de quelque chose dont l'idée initiale était de montrer un geste. Donc ça, c'est extrêmement fascinant. Et des signes qui peuvent avoir une signification différente d'un manuscrit à l'autre, pour le même signe. C'est ça qui est très, très troublant. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Océane Boudot? Il y en a deux, oui. D'anciens signes hérités du passé, même si ça n'a pas la même fonction, même si on est sur des systèmes différents. Donc voilà, ça m'intéressait cet usage, cette utilisation, et quelle est la fonction de cette virga exactement, comment est-ce qu'elle est utilisée? Alors, on en a deux, donc chacune avec un tracé particulier. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces deux signes ont une signification précise dans tel manuscrit, donc le graduel de Saint-Thierry en l'occurrence, mais il n'est pas évident, donc les études n'ont pas encore été faites parce que vous imaginez, c'est un travail de fourmi, il faut prendre tous les champs d'un même manuscrit dans lesquels on trouve justement ces signes pour voir à quoi ils correspondent exactement, les comparer avec les mélodies tracées sur des lignes pour connaître la mélodie précise. Et a priori, grâce aux premières constatations qui ont été faites, ces signes ne renvoient pas forcément à des demi-tons dans d'autres manuscrits. Alors, est-ce qu'ils ont une signification particulière? Je me suis posé la question s'il n'y avait pas une signification modale, parce que j'ai commencé à apercevoir, mais bon, il faudrait vraiment creuser et faire un travail systématique. Je me demande si la virga semi-circulaire dans certains manuscrits n'indiquerait pas une corde de récitation ou alors l'arrivée sur un degré particulièrement important dans le chant en question. Bon, ça demande à être creusé. En tout cas, ça montre qu'il y a une logique interne, évidemment, ça c'est l'évidence même, et on peut l'apercevoir dans des corpus... quand les corpus ne sont pas très conséquents, ce n'est pas si évident que ça, mais c'est vrai que, par exemple, si on prend l'exemple de l'ornementation au XVIIe siècle, on va trouver des variantes qui vont avoir une logique interne dans chaque source, et voilà. Donc nous, on peut avoir une masse critique pour l'interpréter, alors qu'ici, on imagine qu'il y a une logique interne à chaque manuscrit, mais que finalement, les mêmes mécanismes ne sont pas transposés à l'identique. Voilà, c'est ça. Et c'est difficile de oui, parce que les signes sont les mêmes. Mais oui. Qu'est-ce que signifie le signe? Alors là, on reste dans la notation aquitaine, donc sud de la France. Voilà, c'est ça. Certains manuscrits font usage de ces signes. Donc le graduel de Saint-Thierry avec une signification intervallique. Mais dans d'autres manuscrits, on retrouve les mêmes signes et on n'a pas la même signification intervallique. Isabelle Ragnard.
Bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé avec tous ces exemples qu'on ne connaît pas bien de la péninsule ibérique et la clarté de ton exposé, vraiment magnifique. Et en regardant, mais un peu trop rapidement, bien sûr, le Puntum losanger, est-ce que tu as pensé aussi à une interprétation qui ne soit pas mélodique, mais qui soit de l'ordre de l'ornement ou qui soit rythmique? Pourquoi je pose cette question? C'est parce qu'il y a des... Alors, je ne sais plus lequel, hein, c'est dans tous ces exemples. Oui. Et le Puntum losanger arrivant en fin de tristrophée, donc qui pourrait être un signe de prolongement de la... Ah oui, lorsqu'il n'est pas utilisé, je ne sais plus. C'est plus loin, c'est vraiment... Je ne sais pas dans quel exemple tu l'as vu. Eh ben, moi non plus. Bon. C'est plus loin, c'était plus... c'était quand tu disais, oui, ils ne sont pas tous... ils ont... Ah oui, on vient proche. Je pense c'est peut-être l'exemple juste avant. Celui-là. Ouais. Alors là, justement, dans ce manuscrit-là, Voilà, à la fin, deuxième portée. là, Voilà. voilà. Dans ce manuscrit, justement, l'utilisation des losanges a une signification intervallique. Mais voilà, comme tu le signales, c'est pas non plus systématique parce que je prends par exemple la ligne du dessus, on a le même système. Donc là, on a un si et forcément juste au-dessus, on a un do. Et on voit que la forme losanger est utilisée. Et là, forcément, ça ne renvoie pas à un demi-ton. Et la remarque est vraie dans le sens contraire. Parce qu'ici, on a un si, mais on n'a pas la forme losanger. Donc, ce n'est pas systématique. Alors, après, est-ce que quand le losange ne renvoie pas à une signification intervallique, est-ce que ça correspondrait à une façon d'interpréter particulièrement la note? Là, le mystère reste entier. C'est peut-être une piste. C'est peut-être une piste. Mais on en a beaucoup parce que... Tu vois, si on regarde ce manuscrit, là, donc le losange n'a pas de signification intervallique et il y a beaucoup de losanges. Oui, mais là, c'est presque l'inverse. Elle descend dans losange et la dernière, elle est plate. Oui. Bon, bref. La question reste ouverte. Mais peut-être ne pas évacuer la question rythmique, dans la mesure où aussi il y a des tas de signes qui sont ornements, enfin qui indiquent des ornements. Mm. Donc il n'y a peut-être pas que la notion mélodique dans cette notation. Même si c'est une préoccupation. C'est vrai. Oui. Un peu contextuel. Oui. Bien, merci beaucoup pour cette présentation.